Donc MTL a eu la chance d'assister à une très pertinente conférence intitulée Maroc, Canada et régionalisation, regard croisé. Et avec nous, Madame Shkroni, donc ambassadeur de Sa Majesté à Ottawa. Madame Shkroni, d'abord, pourquoi cette conférence et cette thématique en particulier? Alors d'abord parce que nous avons eu les élections du 4 septembre qui ont inauguré une nouvelle étape dans le cadre des grandes réformes que connaît le Maroc et notamment l'instauration de la régionalisation. La deuxième chose, c'est que la question de la régionalisation est étroitement liée aussi au statut avancé dans nos régions sahariennes, les provinces du Sud. Et la troisième raison, c'est qu'avec le Canada, qui est un pays fédéral, je pense qu'un regard croisé porté sur les expériences du Canada pour nous inspirer, pour renforcer aussi notre vision par rapport à ce choix qui est stratégique, celui de Sa Majesté le Roi, de doter le Maroc de régions fortes, je pense qu'il s'est imposé. Donc nous avons voulu, dans le cadre des activités que nous avions organisées pour commémorer le 40e anniversaire de la Marche verte, mettre la lumière sur la question de la régionalisation, confronter deux avis, deux visions et qui finalement, comme vous l'avez remarqué, énormément de points de convergence, mais aussi une expérience très très riche qui pourrait mettre deux amis ensemble autour d'une table et continuer à travailler ensemble. Ce travail, nous avons élaboré en concertation avec les acteurs mais en s'adossant également à la stratégie de vous savez. À Alimentation Mohamed Sbahi, vous êtes chez vous. Aujourd'hui, on s'est attelé au concept de la régionalisation sur le plan du savoir, de son argumentaire, de la philosophie qu'il a inspirée et donc voilà, de commencer à mobiliser, sensibiliser les Marocains, mais aussi nos amis canadiens pour qu'ils s'inscrivent avec nous et d'ailleurs ils s'inscrivent déjà d'ores et déjà avec nous dans notre démarche. On a vu le représentant du maire, le professeur Roy, donc c'est ça créer une synergie au Québec, au Canada, pour continuer à travailler ensemble. Le Maroc n'est pas isolé, il a des amis partout et notre rôle en tant que diplomate, c'est de donner à cette amitié un sens beaucoup plus profond. Je vous rassure, la régionalisation avancée était quelque chose d'inscrite dans les perspectives de l'État et notamment de Sa Majesté depuis le début. Avant même qu'il y ait eu l'annonce de l'initiative marocaine, les premiers discours du roi annonçaient un peu cette régionalisation. On ne l'appelait pas comme ça, mais on sentait que le processus de décentralisation entamé depuis le début de l'indépendance était à bout de souffle, et qu'il avait envie de se régénérer. Et je vous ai dit que l'option était soit de continuer à retoucher en recueillant toujours les mêmes déboires et les mêmes insuffisances, soit carrément de réformer et de passer à une autre vitesse avec un autre modèle. Et le choix du roi a été d'avoir ce modèle. J'ai retenu certaines choses. Vous avez dit que c'est un bon projet, la régionalisation, mais vous avez appelé à la vigilance, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pensez que les partis politiques sont prêts, sont matures pour ce projet, pour ce genre de projet? Puis quand je dis sont matures, je reprends il y a 3 jours, une députée à Khawibga avait utilisé un bulldozer pour détruire sur la place publique une infrastructure où allait se tenir un festival de rap. Donc, est-ce que face à ces dérapages-là,
là vous avez parlé que les élus ne doivent pas avoir de tutelle. Est-ce que quand même on devrait être vigilant et dire il devrait quand même avoir une tutelle pour interdire ce genre de dérapage? Oui, par rapport à tout système, il faut rester vigilant. Nous sommes à la naissance de quelque chose que, je le souligne, n'a jamais été demandé par qui que ce soit. Il faut bien le noter, qu'au Maroc, aucun parti politique, aucune formation syndicale ni quoi que ce soit n'a jamais venu demander la régionalisation avancée. C'est le roi qui a décidé et qui a constaté à un moment donné que la société marocaine a besoin d'évoluer autrement. On ne peut pas régler les problèmes de l'histoire à travers l'instance équité, etc. On ne peut pas vouloir se prévaloir d'une gestion la plus démocratique et la plus respectable et respectueuse des droits de l'homme et avoir sur le terrain des pratiques qui relèvent d'antan. C'est tout. Et donc il fallait une logique d'organisation institutionnelle du pays qui serait en phase avec ce que nous vendons au niveau international. Il y a tout ça. Et donc, cette réforme a été voulue comme ça. Et je peux vous dire même qu'une fois les textes adoptés, moi j'ai été étonné à l'occasion d'une conférence comme celle-ci, mais avec votre partenaire, les partis politiques, c'était quelques partis politiques, avaient réagi très vertement contre le système participatif installé par la Constitution. Réellement, professeur. Ils étaient contre. Mais comment? Nous sommes des élus, nous devons rendre compte. Tous les 5 ans, nous devons aller devant nos électeurs et nous sommes sanctionnés par les élections, etc. Les ONG s'installent, elles se créent comme des petits pains. Il suffit que d'avoir 7 membres et de déposer des statuts. Vous faites une ONG, vous tabassez un peu tout le monde, vous tapez sur tout le monde, personne ne vous critique. Personne ne vous envoie devant la justice. Et donc, les partis politiques, à aujourd'hui, ne sont pas très très chauds pour ce système participatif qui ouvre la voie, n'est-ce pas, aux uns et à eux. Mais je peux t'assurer que c'est pas évident. Oui, système participatif, vous risquez de nous mettre n'importe qui. Et puis, quelques-uns, et je vous parle franchement, ils voient une forme de contre-pouvoir aux partis politiques. Vous dites, écoutez, vous nous créez ça, c'est pour chanter les partis politiques. Et donc, qu'est-ce que c'est ces ONG qui font des manifestations partout, qui applaudissent partout, qu'est-ce que c'est que ça, cette histoire? Non, il faut la vigilance, elle doit être permanente. Il ne s'agit pas de vivre, je ne sais pas quelle forme de panique, ni de psychose. Il s'agit de faire en sorte que cette réforme s'installe progressivement dans le temps, parce qu'elle n'est pas faite pour tomber du jour au lendemain. La loi organique met à la charge de l'État de manière expresse ce rôle de formateur, ce rôle d'organisateur des systèmes d'information, des systèmes comptables. Et donc, c'est des mécaniques qui doivent se mettre en place. Là, on doit rester vigilant, n'est-ce pas? On doit rester vigilant également pour que la déconcentration se mette en place. Elle tarde à venir. C'est une déconcentration qui est sollicitée depuis plus d'un quart de siècle, à ma connaissance. Et pourquoi il ne se déroule pas cette déconcentration? Pour une raison très simple. Parce que les ministres ne veulent pas déléguer à leurs représentants locaux les pouvoirs. Un ministre arrive, il a des pouvoirs, il peut tout faire depuis Rabat, il pense qu'il peut tout faire de Rabat, il n'a pas envie de déléguer. Et pourquoi il n'a pas envie de déléguer? Parce que ces responsables locaux délégués, eh ben, ils seront sous la tutelle du ministre de l'Intérieur. Et qu'il n'a pas envie que le ministre de l'Intérieur gère ses affaires. Il faut être clair. Parce qu'on a l'impression que moi, je suis au gouvernement, j'ai des pouvoirs, je vais les donner à mon délégué au niveau de Mknas, n'est-ce pas? Et le wali de Mknas, il va commencer à me diriger mes trucs-là. C'est très fort, hein? C'est pas simple. Ajouter à cela, quand un gouvernement nouveau s'installe, qui n'a jamais géré quoi que ce soit, je ne le citerai pas, et qui n'a jamais géré, il ne donnera rien avant d'avoir centralisé. Le premier geste d'un gouvernement qui n'a jamais géré, c'est d'abord d'accaparer le pouvoir avant de le donner. Donc là aussi, il faut rester vigilant pour que les choses se déroulent de cette manière. Et les citoyens doivent aller défendre leurs droits. Là aussi,
c'est un élément culturel très fort. Cet esprit de respect jusqu'à je ne sais pas quoi, il faut que ça soit chahuté, il faut que les gens défendent leurs droits. Merci. Le processus ne s'arrête pas là. Ce que j'ai annoncé, c'est un début de quelque chose. Et la vigilance, c'est de rester imaginatif. Quelqu'un nous a appelé, interpellé sur la vigilance. La vigilance n'est pas d'être comme ça avec un fusil. Non, la vigilance, c'est d'être constamment imaginatif. Constamment. Et constamment anticipatif des problèmes qui peuvent se poser. Et non pas attendre que le problème débarque et puis créer une commission qui va le traiter et la commission va créer une sous-commission. Donc il faut quand même être imaginé. Et c'est le rôle maintenant de toute cette jeunesse qui participe effectivement au développement du pays, qui a les instruments, qui a l'éducation pour. Ne jetons pas la pierre aux anciens. Ils ont également, nous avons tous été formés d'une certaine manière. Eh ben, les jeunes sont formés autrement aujourd'hui, ils ont d'autres atouts, d'autres instruments. Ils peuvent permettre à la société marocaine de se projeter dans l'avenir. Et ils peuvent le faire en créant les réseaux avec des pays comme le Canada. C'est comme ça que les problèmes sont universels aujourd'hui, ils sont planétaires. Vous avez un problème à Casablanca, il aura une réaction à Montréal. Ne vous en faites pas. Et vice-versa. Je pense que, selon ce qu'on a entendu aujourd'hui, le Maroc et le Canada, surtout le Québec, ont beaucoup à gagner sur donnant quelques petits conseils en matière de gestion et tout ça. On a parlé aussi surtout de régionalisation de pouvoir qui doit être délégué afin que les régions soient plus indépendantes et plus fortes. Au Québec, je pense que les bloqués seront très heureux d'écouter les propos de notre économiste en parlant de la région du Sud, d'un Québec fort au sein du gouvernement canadien. Donc, est-ce que, en ce sens-là, le partenariat entre le Maroc et le Canada pourrait plus se renforcer au niveau de la bonne gestion des régions plutôt, excusez-moi, pour que le pays tout entier puisse en gagner. Juste un petit mot par rapport à votre question, parce que vous avez mentionné quelque chose qui doit être absolument relevé. Vous dites les pays de l'Afrique subsaharienne, certaines populations pourraient remonter. Vous avez tellement raison. Réalisez que dans 35 ans, il va y avoir 2,4 millions de personnes qui vont vivre sur le continent, milliards de personnes qui vont vivre sur le continent africain. Il faut que les Africains de l'Afrique subsaharienne intègrent dans les 30 prochaines années 1,2 milliard de personnes. Et ils ont les difficultés que l'on connaît à intégrer les gens qui sont là. Si l'Afrique échoue, on a un immense problème. Si l'Afrique réussit, et le Maroc est un des rares pays qui investit en Afrique réellement, durablement. Les institutions marocaines sont partout en Afrique. Les assurances, les banques croyaient à leur Maroc, que les cimenteries, on se promène en Afrique, on voit les Marocains partout. Il y a une confiance que le Maroc fait à l'Afrique subsaharienne qui est assez rare. Alors je vous remercie beaucoup et je vous invite à la réception. On a parlé de la relation du Canada, la relation du Maroc avec d'autres régions du monde. On a parlé aussi de l'Afrique. Il y a eu une question qui nous ont été posées sur l'Afrique subsaharienne. Alors, je pense que la grande donnée, quand on parle de l'Afrique, c'est la démographie. L'Afrique, avec l'Asie du Sud, est l'une des 2 régions au monde qui va voir sa population doubler, j'ai bien dit doubler, dans les 30-35 prochaines années. Donc, en 2045, un peu dans ces eaux-là, l'Afrique comptera 2,4 milliards de personnes. Je disais tout à l'heure à la conférence, si l'Afrique échoue, on a tous un problème immense. C'est 1 homme sur 4 qui vivra en Afrique. Ça veut dire en termes de drame humanitaire, des choses qu'on n'aura jamais vues et qu'on ne saura pas sans doute gérer.
Et si l'Afrique réussit, on réussira tous mieux, on vivra tous beaucoup mieux. Donc c'est très important l'Afrique. Et je disais aussi que le Maroc est un des pays, au-delà des grandes puissances là et tout ça, mais un pays réel qui ne va pas chercher les ressources naturelles de l'Afrique, qui investit sur le continent africain. On trouve les banques du Maroc dans toute l'Afrique, on trouve les sociétés d'assurance du Maroc, les sociétés dans le domaine de l'audiovisuel. On trouve les grandes cimenteries. Par exemple, j'ai visité il y a peu de temps à Douala, au Cameroun, une des plus grandes cimenteries d'Afrique, qui est une cimenterie qui appartient à des intérêts marocains. Royal Air Maroc est aussi présent sur la quasi-totalité maintenant du continent. J'aime beaucoup, moi, cette confiance qu'on doit tous développer envers l'Afrique parce qu'on a un petit doute. Si on est franc entre nous, on a un petit doute. Est-ce que c'est l'Afrique? Est-ce qu'ils vont réussir et tout et tout? Je pense qu'il faut lever le doute, plonger, investir et croire qu'on va réussir, qu'ils vont réussir, si on les soutient, qu'ils ont besoin de ce soutien, et éviter la catastrophe que serait une Afrique de l'échec avec 2,2, 2,3 milliards de personnes. Je pense que le film Identité d'un franc était une très très belle occasion pour que les gens prennent conscience de ce que c'est que l'identité d'un franc, comme son nom l'indique, et les témoignages de tous les acteurs de ce documentaire sont très très éloquents pour jeter l'éclairage nécessaire sur cette question et ce faux conflit. Le conflit du Sahara est un véritable drame humain pour les familles qui vivent déchirées depuis des dizaines d'années. Très instructif, très intéressant. C'est vrai qu'on n'a pas forcément l'occasion d'avoir accès à ce genre de documentaire aussi court et assez explicite. Vraiment beaucoup d'informations intéressantes sur l'histoire justement de cette marche verte qui est si significative. En tout cas, c'est un très beau reportage. Merci en tout cas à l'association d'avoir organisé cet événement-là. C'était vraiment très intéressant. Qui est le responsable que nous, on ne peut pas voir nos familles? نحن الصحراويون كنا عايشين في شتاء، ما كاينة عائلة مجموعة. Nous sommes amputés d'une partie de notre chair. Le film, je pensais que c'est la première fois que je le vois, puis je pensais que ça me rejoignait beaucoup parce que autant que Marocain d'origine et beaucoup l'histoire du Maroc et aussi de l'indépendance et de la marche verte. Pour moi, c'était important pour moi d'être ici aujourd'hui puis de savoir vraiment l'histoire du Maroc. احنا الصحراويين وهذا ما يقد حد ينكره من النهار اللي نشأت الصحراء اللي تعرف لها المغرب. هو فيلم تاريخي جيد كيلقي الضوء لواحد الحقبة تاريخية مهمة بالنسبة للمغرب. وهو ايجابي بالدرجه الاولى حيت كيعطي بعض الحقائق اللي يقدر بزاف الناس ما كيعرفوهاش ولما لا يدرجوه في يعرض للطلبه. Le Polisario se livre à des actes de piraterie maritime contre les bateaux de pêcheurs canariens. Aujourd'hui, nous avons vu le film sur la création de Polisario. C'est un film qui était objectif, qui a relaté l'historique du Polisario, du Front Polisario, et qui a relaté la réalité de ce qu'ils vivent actuellement à travers des personnes qui ont vécu avec eux, qui étaient l'instigateur du mouvement, mais qui maintenant mettent en valeur la réalité d'être associés avec le Maroc et de travailler avec le Maroc. La confiance que ces gens-là ont fait au Maroc ont démontré que le Maroc va dans le bon chemin pour être rassembleur et le Sahara va rester toujours marocain. Diorak, porque el Polisario
no solamente me privó del afecto de mi madre, del cariño, de los años, de mi infancia, sino también que me hizo odiar en un momento determinado de mi padre. Oui, c'est un très beau film, c'était très intéressant, ça nous donne une idée sur l'histoire du Maroc, l'histoire du Sahara, etc. C'est bon, c'est très bien, c'était intéressant. La question de l'exposition et le concours, pour moi l'art est fondamental dans l'expression. Je pense que Sa Majesté le Feu Roi Hassan II, la marche verte, c'est un acte artistique qui a permis de libérer pacifiquement les provinces du Sud. Donc on voulait associer justement cette mémoire à l'inspiration artistique et je pense que ça a été une très belle occasion de donner aux artistes la possibilité de s'exprimer sur la marche verte. Alors, roulement de tambour et le gagnant est... C'est le deuxième tableau. Monsieur Gamanzi. On est très fiers d'avoir été ce jury. Ça n'a pas été une tâche facile puisque les artistes étaient tous talentueux. Finalement, notre choix s'est porté sur un jeune artiste plein d'avenir et qui a fait un tableau avec beaucoup de force, je pense, avec cet habit du Touareg vraiment de belles couleurs, le chameau, le drapeau, la marche, le territoire du Maroc, toutes les symboliques en fait étaient là. Et voilà, félicitations aux gagnants et surtout félicitations à tous et à toutes. Et ça a été un plaisir pour moi d'être jury avec Leïla. بطبيعة الحال كما قال السي يوسف الشتالي احنا كنا سعيدين جدا باش نكونوا جوري ديال هذا الحفل هذا وخصوصا اننا شجعنا فنان مغربي موهوب اللي في الحقيقه قام بعمل رائع وجميع الفنانين صراحه قاموا بعمل رائع اللي جسدوا روح المسيره الخضراء في لي طابلو ديالهم وكنتمنى اننا كنا صائبين في الاختيار ديالنا وكنشكروا بطبيعه الحال السفاره اللي تبنات هذا الحفل الرائع هذا سواء كان l'exposition des tableaux, la compétition ou le film documentaire اللي كان très à la hauteur aujourd'hui واللي بينا بزاف ديال الحقائق وكنبغي نقول دائما ان الصحراء
مغربيه وغتبقى ديما مغربيه. Alors mon tableau c'est simple, j'ai pas cherché trop loin. Alors je représente un peu la marche verte avec des bonhommes ici, avec un sahraoui sur un dromadaire. Alors c'est des symboles, c'est des choses symboliques pour moi. Et en plus la carte de Maroc au complet. Et sans oublier, moi je suis un artiste contemporain abstrait. Et ici j'ai ajouté un peu de moi à mon œuvre. J'étais un peu surpris parce que je suis le gagnant du concours La Marche Verte. Je me sens choyé. Je me réjouis d'être parmi vous pour cette manifestation qui est pour mémorer l'anniversaire de la Marche Verte, qui est un événement solennel et fort dans l'histoire du Maroc. Et pour moi, c'est un honneur d'être parmi vous pour cette réception. Et c'est la première réception après ma nomination en qualité de consul. Et je suis très ravie de connaître quelques membres de la communauté de Canada en général et Montréal spécialement. Et tout ce que je peux dire, que c'est une communauté qui est distinguée par ses hautes qualifications. J'aurai, Inch'Allah, le plaisir de les voir à tête reposée dans une rencontre avec toute la communauté. Mais en tout cas, j'espère être à la hauteur des aspirations de Sa Majesté, de mon ministre, et puis à la hauteur des attentes de notre communauté établie au Canada. Merci beaucoup.